Bonsoir à tous, c'est l'été Smart, ravi de vous retrouver pour, durant une heure avec mes deux invités, tenter de mieux comprendre l'actualité économique du moment. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? On était un petit peu obligés, hein. Il y a l'IPO, l'introduction en bourse de l'année probablement aux États-Unis, à Wall Street, cet après-midi. Coinbase, une plateforme d'échange de crypto-monnaies, introduction en bourse exceptionnelle, on parle en dizaines de milliards d'euros. Alors Coinbase, symbole d'un monde nouveau, du monde nouveau, du futur monde, du monde de demain, ou symbole de peut-être une exubérance irrationnelle, comme on dit parfois sur les marchés financiers. Bref, question posée à mes deux invités sur précisément ce que pour eux représente cette introduction en bourse un peu particulière, avec derrière évidemment tout l'univers des crypto-monnaies. Dans la deuxième partie de l'émission, nous nous intéresserons aux faillites d'entreprises. Vous le savez, et c'était totalement contre-intuitif, même si les explications étaient assez compréhensibles. Le nombre de faillites en France a très sensiblement décru en 2020. Il a également décru au premier trimestre 2021. On a eu les chiffres il y a quelques heures, on les a eu ce matin ou hier soir. Et en revanche, sur la fin du premier trimestre, inflexion semble-t-il très significative depuis depuis ce 15 mars. Alors, est-ce que c'est le moment qu'on attendait sur l'inflexion de cette courbe des faillites? Est-ce que cette fois-ci, on va sentir au niveau des faillites les effets de cette crise économique? Ce sera l'objet du deuxième débat dans l'émission ce soir. À mes côtés, pour donc évoquer ces nombreux sujets et d'autres, à ma droite, Christian Parizeau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef économiste chez Aurel BGC. Mon ami Martin, comment allez-vous? Pierre-Yves. Très bien. Excusez-moi, tout d'un coup, un trou. Pierre-Yves Martin, consultant, One Man Support, associé. Donc merci d'être là tous les deux pour confronter des points de vue différents sur ces deux sujets d'actualité. Tout de suite, la question apéritif, il y en aura deux en fait. Deux questions apéritifs. On a appris en milieu d'après-midi la mort de Bernard Madoff. Bernard Madoff, c'était donc l'investisseur qui, en 2009, effectivement, a été à l'origine de la plus grosse escroquerie financière de l'histoire des États-Unis. Une gigantesque pyramide de Ponzi. Au total, un trou de plus de 50 milliards à l'époque. Rapidement, après, il y a une autre question apéritif. Un souvenir, alors vous êtes dans l'industrie financière, Christian, un souvenir, une évocation ou un commentaire sur... alors, est-ce qu'on pourrait avoir de nouveau des trucs comme ça, ou est-ce que maintenant les contrôles sont mieux faits? Voilà, qu'est-ce que vous inspire Il est mort en prison, hein, il était en prison pour... a priori, il savait qu'il allait mourir en prison compte tenu des peines. Non, mais ce qui est clair, c'est que chaque phase de cycle, chaque phase très haussière de marché, il y a toujours un scandale à un moment qui arrive. Donc c'est soit une société fantôme, soit quelqu'un qui a profité de la crédibilité des gens, Donc, et là, finalement, on se dit quel sera le prochain Madoff? Parce qu'on a le sentiment que quand même, après une telle hausse des marchés, il y a sûrement eu quelques positions à risque, quelques excès, et derrière peut-être... C'était juste après la crise financière. Voilà. Mais c'est toujours ça, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours cette phase très haussière des marchés qui se porte bien, tout va bien, on a une petite phase de correction, et c'est là que, en général, ce genre d'escroquerie, hein, c'est une escroquerie, apparaissent. Donc finalement, la question aujourd'hui, c'est Monsieur Madoff est mort, mais qui est le prochain quelque part? Et on a le sentiment que là, on a eu quand même une belle phase de hausse des marchés, une belle comportement des marchés, et on se dit qu'il y a quand même peut-être des choses qui sont aujourd'hui un petit peu cachées et qui pourraient réapparaître si jamais il y avait une correction. Donc voilà, c'est un peu plus ça nous rappelle quand même que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et qu'à un moment donné, il y a quand même des fois des forces de rappel qui arrivent. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il garantissait des rendements qui étaient infiniment supérieurs. Alors il expliquait que c'était son talent personnel de gestionnaire. Mais quelqu'un qui gagne toujours sur les marchés et qui vous offre du free lunch, qu'on appelle du free lunch, hein, repas gratuit, tout va bien, beaucoup d'argent sans risque, vous pouvez oublier. C'est qu'il y a un problème quelque part. Pierre-Yves Martin, un commentaire? Vous imaginez que... Après, on se dit, ça ne peut pas arriver, mais en 2009, c'était hier, hein, effectivement. L'humanité n'est ni toute blanche, ni toute noire. Il y a des gens très très bien, et il y a des escrocs, et il y en aura toujours. Je suis pas sûr que ça soit forcément lié avec des cycles économiques, mais voilà, c'est une... Là, c'est parce qu'on était dans l'univers des marchés financiers. C'est une étape intéressante, un enseignement intéressant. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on retient 10 ans après de cette histoire. J'ai un peu l'impression, finalement, qu'elle est très lointaine. Comme si on l'avait un peu oubliée, jusqu'à ce qu'un nouvel acteur de l'escroquerie fasse ses éclats. Mais
Voilà, il faut vivre avec et être peut-être un peu plus vigilant aussi. Je note aussi que l'escroc existe parce qu'il y a en face de lui des personnes qui acceptent de jouer le jeu de cette escroquerie. Ouais. Donc peut-être à nous tous, individuellement et collectivement, d'être un peu plus raisonné et raisonnable. Ça s'appelle la cupidité. Greed, en anglais. Ça me fera un lancement pour le prochain sujet. J'avais dit deux questions apéritives rapidement. Voilà. Que signifie pour vous le succès absolument insolent de LVMH, qui a publié ses chiffres pour le premier trimestre 2021 hier soir, des chiffres qui ont dépassé les attentes, une croissance de plus de 30% par rapport au trimestre équivalent en 2020. Ça, à la limite, on peut comprendre, mais qui était une croissance de plus de 10% par rapport à 2019, des chiffres de croissance incroyables, notamment en Asie, mais aussi aux États-Unis. L'Europe, c'est en baisse. L'action qui poursuit son ascension, j'allais dire irraisonnée, on ne sait pas, mais enfin, en tout cas, non stoppée, avec une valorisation supérieure à 300 milliards. Ça raconte quoi uniquement une boîte bien gérée? C'est l'essor du secteur du luxe, l'essor de l'Asie? Vous retenez quoi? Alors, bon, sur la boîte, elle est bien gérée, et bon positionnement, bonne diversification, il n'y a pas de souci. Mais en tant qu'économiste, je vous dirais, ça traduit surtout un écart de richesse qui est en train de se creuser dans le monde. Et cette crise a fait qu'accentuer. Alors vous savez, on parle souvent de l'effet sablier dans la consommation des ménages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette crise, elle a touché en plein centre la classe moyenne. Et c'est la classe moyenne. Donc d'un côté, vous allez avoir une paupérisation d'une partie de la population qui va aller vers le low cost, vers le premier prix. Et on va voir, à mon avis, la distribution, ce qui va bien marcher, c'est vraiment les premiers prix. Puis de l'autre, on a des gens qui ont, j'aime pas le mot profiter, mais qui ont eu de l'épargne forcée, qui ont eu leurs revenus sauvegardés parce qu'ils faisaient du télétravail, ils n'ont pas été affectés. Et donc ces gens-là, finalement, ils ont cette épargne forcée et ils consomment du luxe. Ils consomment entre autres du luxe. Et donc c'est pour ça qu'on a cet effet sablier, effondrement de ce qu'est la consommation de milieu de gamme, et on va vers le très haut de gamme et le bas de gamme. Et donc finalement, derrière ça, derrière ce formidable marché du luxe, qu'on peut applaudir, il y a des, je dis pas le contraire, c'est un marché, c'est un business, mais derrière ça, il y a quand même clairement une répartition des richesses qui est de plus en plus inégalitaire et qui a été largement accentuée par cette crise. Alors, quand on vous dit, entre guillemets, que les GAFAM ont profité de la crise, ça vous paraît évident. Si je vous dis que LVMH va profiter de cette crise, ça vous paraît peut-être moins automatique. Mais derrière ça, c'est quand même en partie lié à cet impact. Après, l'Asie, on sait pourquoi, parce que la Chine est très inégalitaire. Bon, la Chine ne veut plus publier ces statistiques qui mesuraient un petit peu cette inégalité. Donc il n'y a plus de problème d'inégalité en Chine, vu qu'on n'a plus la statistique. Mais globalement, on voit bien que la croissance chinoise est aussi très inégalitaire et ça explique en partie ce boom. Donc oui, il y a la qualité de l'entreprise, il y a les qualités des produits, mais derrière ça, ça traduit quand même peut-être quelque chose d'un peu moins positif sur les inégalités au niveau de la croissance et qui profite de moins en moins à tout le monde et cet écart-type qui augmente de richesse. Je n'ai pas donné le chiffre du chiffre d'affaires tout à l'heure. Le papier du titre du papier du Figaro le donne. LVMH, Regalis, c'était donc 14 milliards d'euros de ventes au premier trimestre, au-dessus du niveau pré-pandémie. Et puis sur la zone Asie, Asie hors Japon, je crois que c'est plus 80 ou 90% de progression d'un an sur l'autre. L'économiste, il y voit les inégalités, le creusement des inégalités. Le consultant, Je vois deux éléments complémentaires à vos propos. Le premier, c'est d'abord que en France, on peut aussi se féliciter d'avoir un vrai leader mondial qui est réellement mondial et qui a une vraie présence. Et c'est pas, on a toujours une capacité à se flageller. Voilà, vous avez raison. Il faut rappeler que c'est une boîte française. Il y en a plein d'autres d'ailleurs. Tous les gens du luxe, quasiment sauf un, sont français. Il y a des vrais leaders français sur le monde et ça, c'est extraordinaire. C'est très positif. Et que c'est une entreprise, un groupe qui a mis du temps à se constituer. Je faisais référence à la bataille, rude bataille entre messieurs Racamier et Arnault pour l'acquisition et le contrôle de Louis Vuitton. C'était il y a plus de 30 ans. Ça ne s'est pas fait en un jour. Et puis le deuxième élément, c'est que ce groupe... Sur Racamier, c'était l'héritier, c'était le patron de Louis Vuitton, et héritier Vuitton, qui avait créé et développé Louis Vuitton, ensuite qui a fusionné avec Motency. Exactement. Donc c'était Monsieur Chevalier, et ensuite Monsieur Arnault est arrivé, et a mis tout le monde d'accord en prenant le contrôle de l'entreprise. Le deuxième enseignement, c'est que ce groupe, c'est avant tout des marques. C'est un groupe qui est régi, animé par l'existence de plus de 70 marques. Et chaque marque est autonome, chaque marque a son histoire, son marketing. Et je trouve ça
intéressant parce que finalement la puissance de ce groupe et sa rentabilité, c'est sa capacité à raconter pour chaque marque une histoire qui va toucher le client en fonction de son environnement géographique, de son niveau social, de son pouvoir d'achat. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant parce que vous allez avoir des marques qui vont se retrouver en termes d'identité sur des rappels à l'histoire, au passé, à la glorification. Et puis vous avez d'autres marques qui incarnent la modernité. Et donc l'intelligence. Il y a un portefeuille de marques diversifié qui s'adresse aux différents publics. Très aiguisé, et je trouve ça très intéressant. Ouais, différents publics, toujours a priori dans les classes privilégiées. Un dernier mot sur LVMH. J'ai lu qu'il profitait aussi des confinements, le fait que on pouvait pas, quand on avait de l'argent, on ne pouvait pas le dépenser autrement. On pouvait le dépenser en sac Dior ou Vuitton. C'est une explication aussi du fait que les gens qui ont de l'argent, ils peuvent pas voyager. Donc... on le voit dans beaucoup de comportements de consommation à l'heure actuelle. Alors, le luxe en fait partie, hein, notamment en Chine. Ça a beaucoup repris en Chine, mais quand on regarde la consommation des Chinois, il y a une vraie dichotomie entre ce qu'ils achètent les biens courants et cette explosion de tout ce qui est joaillerie, luxe, qui a vraiment profité que les Chinois ont été aussi confinés comme tout le monde à un moment donné, il y a un an, hein, et qu'ils ont eu cette épargne forcée. Alors en plus, ils ont toujours un taux d'épargne élevé, mais qui ont eu cette épargne forcée. Donc oui, il y a un effet, il y a clairement un effet épargne forcée qui est aujourd'hui consommé, mais on le voit dans d'autres secteurs, hein, le bricolage. Il y a aujourd'hui, aux États-Unis, ils ont un problème, ils voudraient acheter des voitures, ils en ont pas assez, mais on voit qu'il y a des comportements aujourd'hui d'achat, surtout quand au moment où on déconfine un peu les économies, on voit qu'il y a quand même des comportements d'achat sur certains biens durables et sur certains biens, et le luxe naturellement profite largement de cette épargne qui a été accumulée durant l'épidémie. Allez, on se réjouit que ce groupe de luxe a commencé par le premier, soit français, effectivement, vous aviez raison, c'est une bonne chose. Ce qui est passionnant, c'est est intéressant par rapport à effectivement la période actuelle, c'est qu'on a des entreprises, dont certaines, toutes ces marques qui sont effectivement très anciennes, plus que centenaires pour un certain nombre, pour quelques-unes d'entre elles, qui se portent très bien. Et parallèlement à ça, dans cette période d'aujourd'hui, la technologie se porte très bien, et y compris des choses très virtuelles comme les crypto-monnaies, à propos desquelles nous allons débattre tout de suite. C'est le premier thème. Titre de ce premier débat, donc Coinbase, symbole d'un monde nouveau, point d'interrogation. C'est l'événement du jour, de la semaine, du mois, probablement de l'année en termes d'introduction en bourse à Wall Street. Coinbase, c'est une plateforme de trading de crypto-monnaie qui arrive en bourse aujourd'hui, à New York sur le Nasdaq avec une cotation directe. Tout savoir sur la cotation qui affole Wall Street, titrait les Échos ce matin. Coinbase, c'est quoi? Donc regardez, ça c'est la homepage, la page de garde du site français, enfin non, la version française du site. Voilà, il est acheter. Donc c'est un broker, hein, un broker de crypto devises avec des offres promotionnelles, gagner jusqu'à $36 de crypto-monnaie. Voilà, donc une entreprise très très classique. Alors c'est pas le vendeur de pelle de la ruée vers l'or, mais pas loin. C'est-à-dire que c'est celui qui profite, via une position de particulière, en l'occurrence leader sur ce marché de l'échange des crypto-devises, avec une activité pour le coup très florissante. Regardez, notamment récemment, regardez cet histogramme sur l'évolution du chiffre d'affaires trimestriel de Coinbase. Déjà depuis 2019, c'est une entreprise qui avait un vrai chiffre d'affaires, hein, effectivement, et qui, depuis, avec l'envolée des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, mais pas seulement, effectivement, suit le mouvement. Chiffre d'affaires du premier trimestre 2021, estimé à 1,8 milliard, avec une forte profitabilité, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas une entreprise de tech qui creuse ses pertes au fur et à mesure de sa croissance, elle est d'ores et déjà extrêmement profitable, puisque je crois que sur le 1,8 milliard de chiffre d'affaires, le résultat estimé, il est autour d'1 milliard. Commentaire de Jean-Marc Vittori des Échos, le 14 avril 2021, aujourd'hui, date d'entrée en bourse de Coinbase, restera peut-être, c'est là-dessus qu'on va démarrer, comme le jour où monnaie et finance basculent dans le numérique, comme le 9 août 95, c'est amusant, son parallèle, date de l'IPO de Netscape, marquait le basculement d'Internet, de la technologie vers l'économie, c'est-à-dire qu'on était dans le monde virtuel, et une fois que c'est Wall Street, c'est plus une devise dont on ne sait pas si elle a de la valeur ou pas, c'est des vrais dollars, puisque la cotation, elle se fait en vrais dollars, entre guillemets. Je ne résiste pas quand même, il y avait ce petit cartoon qui circulait ce matin sur
sur Twitter. C'est mieux que le haricot magique, Jack. C'est des actions dans la compagnie qui fabrique les haricots magiques. Alors, Jack et le haricot magique, c'est l'univers plus anglo-saxon, mais on a compris. Est-ce que c'est arrivé avec des valorisations? Alors, le prix annoncé était de 65 milliards de dollars de valorisation. Ce sera beaucoup plus à l'issue de la première journée vraisemblablement de cotation en bourse. Cette émission est enregistrée quelques heures avant sa diffusion, donc c'est pour ça qu'on ne vous donne pas un chiffre extrêmement précis. Est-ce que ça marque l'arrivée mainstream de ces crypto-monnaies au travers de cette plateforme de trading? Coinbase est une introduction en bourse absolument, je ne sais pas si on peut dire délirante compte tenu des valorisations, enfin en tout cas avec un succès dingue. Alors, après, c'est un intermédiaire financier. Hein. C'est pas véritablement de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que vous voulez acheter du Bitcoin, soit vous le réalisez parce que vous êtes très calé en informatique, vous l'achetez directement et vous mettez un ensemble de procédures grâce à votre ordinateur, soit vous voulez pas mettre la main dans le cambouis et vous allez voir un intermédiaire et c'est un peu comme votre banque, vous ouvrez un compte et il vous permet d'accéder au Bitcoin. Donc lui, il est vraiment intermédiaire financier. Hein. Il est vraiment une surcouche qu'on rajoute aux crypto-monnaies. Alors, il a une utilité parce qu'on se doute bien que la majorité des gens dans le monde qui pourraient être un jour appelés à utiliser de la crypto-monnaie, ils ne vont pas l'utiliser avec les moyens des informaticiens. Ils vont pas être experts. Il faut démocratiser, entre guillemets, l'accès aux crypto-monnaies. On va dire que c'est un moyen de mettre des jolis boutons, et, moyennant quand même une belle commission, et de permettre à n'importe quel particulier d'aller sur cette monnaie. Donc, c'est en ça qu'on met en avant que c'est un moyen de démocratisation, comme lorsque on a des acteurs du paiement électronique. Hein. Si je vous fais une carte bleue marquée Bitcoin, ça ne veut rien dire. En réalité, la carte bleue, c'est juste que je vous offre un moyen de paiement qui débite votre compte qui est en Bitcoin. Alors, pratiquement, ça serait très compliqué parce qu'il faudrait que j'aille voir mon commerçant, que je prenne mes euros, que j'aille sur mon PC, que je transforme ces euros en Bitcoin, enfin, ou inversement. Et là, on me donne une surcouche logicielle et c'est transparent. Et j'ai l'impression de payer avec des Bitcoins, mais en réalité, j'ai tout derrière, toute une informatique qui transforme qui me donne l'impression que c'est facile, mais en réalité, c'est pas facile. Mais voilà, qui me donne cette impression. Alors, c'est juste, je dirais, juste premier élément, on met en avant une société qui est quand même à l'envers de ce qui a donné la naissance du Bitcoin, puisque l'idée du Bitcoin à l'origine et de toutes les crypto-monnaies, c'était de ne pas avoir de droits centralisés, liberté, pas de banque centrale. Là, on est en train d'avoir finalement les banques, les institutions qui sont en train de reprendre... le capitalisme classique récupère les crypto-devises. Qui récupère en partie le business autour de ça. Et puis l'autre élément, alors... Valorisé très cher, je dirais oui, parce qu'aujourd'hui, ils profitent d'une part de marché important. Ils sont sur un marché sur lequel ils font énormément de marges d'intermédiaires. Alors, les marges d'intermédiaires, on sait ce que ça fait, ça peut fondre s'il y a de la concurrence, parce que demain, il suffit que Robinhood casse les prix, on l'a vu sur les actions, et on l'a vu que Robinhood a ouvert 9,5 millions de comptes d'Américains sur les crypto-monnaies, donc ils vont avoir une concurrence qui peut monter très vite, et là, la seule concurrence qu'ils auront en termes de valeur ajoutée, ça sera de casser les taux de courtage. Donc, à un moment donné, la concurrence va quand même peser un petit peu sur cette société, et puis elle a profité naturellement. Vous regardez pas les taux de courtage quand vous avez le prix du Bitcoin qui prend 100% sur un trimestre, c'est pas gênant, vous regardez rien. Par contre, le jour où on aura peut-être un marché plus mature, là, ça jouera. Donc, au-delà de l'aspect... C'est 0,5%, la commission prise par Coinbase. C'est quand même dans le marché du courtage, c'est énorme. C'est dans le marché du courtage un intermédiaire, parce que c'est... Aujourd'hui, c'était il y a 20 ans, c'était classique, mais aujourd'hui, le marché est ultra concurrentiel. Sur les actions, sur tout ça, je vous rappelle que Robinhood, entre guillemets, c'est gratuit, mais en tout cas, vous n'avez pas de frais de courtage. Juste pour vous dire, sur les actions américaines. Après, il y a d'autres moyens qui se rémunèrent, mais ils ne se rémunèrent pas sur le courtage. Donc, vous voyez qu'on est aujourd'hui sur quelque chose d'assez important. Donc, on paye un intermédiaire. Donc, je ne dirais pas forcément que c'est celui qui produit les pelles, c'est plutôt celui qui est le revendeur des pelles et qui est vraiment au milieu. Donc, attention, c'est quand même l'action en tant que telle, elle va être très volatile. Ils ont raison de s'introduire maintenant. Je pense qu'ils ont raison parce qu'ils s'introduisent véritablement au plus haut. Ils profitent clairement de leur position. Mais derrière, on n'est pas totalement sur une thématique que Bitcoin. On est aussi sur une thématique d'intermédiaires qui ont profité d'un appétit aujourd'hui des investisseurs, des particuliers pour ce type d'actifs et qui permet de faciliter finalement et de développer l'accès à ce type d'actifs qui est un peu compliqué quand même à gérer pour un particulier.
Comment, Pierre-Yves, vous lisez cette mini-événement, enfin en tout cas dans la planète finance, c'est un événement, cette introduction en bourse de cette plateforme de trading de crypto-devises qui voilà, profite de cet engouement dingue, hein, on en parle quasiment, pas tous les jours, mais pas loin, dans cette émission, avec des nouveaux records toutes les semaines des différentes crypto-devises, le Bitcoin en premier, qui a profité aussi de pour depuis quelques jours inscrire de nouveaux records. Est-ce que ce qui était dans le monde des geeks, en atterrissant à Wall Street, entre guillemets, le monde normal, supposer que ce soit normal, devient quelque chose de récupéré par le capitalisme traditionnel ? Alors déjà, le capitalisme américain a ce talent de savoir théâtraliser les IPO. Ouais. En France, c'est pas comme ça que ça se passe. Chaque IPO... Ça passe par la valorisation. C'est-à-dire que ce serait 1 milliard, ce serait peut-être moins théâtral que les 100 milliards attendus. Ou... Même, je pense que culturellement, ils ont besoin comme ça d'affirmer et d'afficher une vraie expression un petit peu démesurée d'enthousiasme, de liberté économique, de capitalisme. Oui, c'est vrai. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que, comme vous le rappeliez, c'est un intermédiaire. Donc, c'est finalement juste une place de marché. Et donc, du coup, c'est une étape peut-être intermédiaire entre l'émergence de ces crypto-monnaies et donc, du coup, leur difficulté à trouver un modèle stable en matière de sécurisation, de gestion des risques, parce on voit qu'il y a quand même les États-providence qui sont derrière et qui veillent de plus en plus à préserver leur périmètre. Et donc, du coup, c'est peut-être simplement une étape intermédiaire pour voir comment le marché évolue par rapport à cette capacité à accueillir un sujet extrêmement sensible et extrêmement spéculatif. Troisième élément, c'est qu'on est dans une période complètement folle, très spéculative, et que ce genre d'introduction en bourse est le reflet d'un certain excès au niveau de notre capacité à réguler les différents marchés. Et on revient sur des sujets très classiques, très traditionnels de cycle économique, de cycle boursier. Et avant chaque crise, avant chaque crack, on s'étonne de voir des belles histoires racontées, des beaux lancements, des belles IPO. La réalité, c'est que ces sujets-là peuvent s'arrêter très brutalement. Ouais, ou pas, mais il y a quand même... par rapport à cette notion de réalité, de sens, ça prendra certainement un peu de temps. Effectivement, il y aura certainement une mise en place d'une concurrence qui va certainement assainir aussi ce marché-là. Mais derrière tout ça, il y a quand même cette perspective de retrouver un cycle peut-être plus modéré. C'est pas normal, c'est pas sain de voir des hausses de spéculation aussi importantes sur les 12 derniers mois. Quand on voit une monnaie faire x10 en un an... Ouais. Alors, c'est pas une vraie monnaie. Hein, c'est pas une vraie, c'est un titre. Toujours un grand débat. À coup sûr, c'est un actif financier. Voilà, c'est un actif financier, mais de voir un actif financier faire x10 en moins d'un an... Alors, x10, c'est le Bitcoin, hein, encore une fois, et puis globalement les autres crypto-devises. Moi, ça appelle plutôt à un début d'inquiétude, en tout cas à une grande attention, parce qu'on vit dans un monde qui est devenu quelque peu fou, et que je préfère peut-être qu'on retrouve, et ça sera le sujet certainement, est-ce qu'on est dans un monde mais qu'on retrouve peut-être un sujet un peu plus profond autour de l'industrie, autour des entreprises qui ont un positionnement et une proposition de valeur peut-être plus stable, plus saine. Est-ce qu'un nouveau monde n'est pas toujours un peu fou par rapport à l'ancien monde ? En fait, on n'arrête volontairement provocateur. Ça fait 20 ans qu'on parle de nouveau monde et peut-être même au 19e siècle, on parlait de nouveau monde. Évidemment, il y a toujours là pour le coup, il y a des cycles et puis il y a des ruptures technologiques. Il y a toujours des nouveaux mondes, il y a toujours des nouvelles façons de faire de la politique, il y a toujours des nouvelles façons de gérer des individus, des collaborateurs, mais au final... On n'invente pas grand-chose. Les fables autour du nouveau monde ne génèrent finalement jamais des grandes révolutions. Elles sont l'occasion de briller pour certains, elles sont l'occasion de tester des nouveaux modèles pour d'autres, mais on ne va pas faire de miracle avec du vide. Non, mais il y a une révolution technologique quand même aujourd'hui. Il n'y a pas de doute. À force de dire Apple c'est cher, oui, mais ça vaut 2500 milliards, mais ça les vaut. Ouais. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si ça les vaut, mais c'est pas mon métier. Oui, sauf qu'Apple... Et aujourd'hui, toutes les plus grosses entreprises du monde sont des entreprises de technologie qui n'existaient pas il y a 40 ans. Sauf qu'Apple repose sur une
une vraie valeur de produit, de marché, de marketing. Oui, on peut voir le produit. Voilà. Alors, associé après avec des innovations technologiques plus ou moins importantes suivant les cycles. Ce genre de plateforme et cette situation autour de la crypto-monnaie, il y a une complexité technologique, mais il y a aussi une absence totale de règles stables et transparentes. Et donc, du coup, ça peut appeler à une grande inquiétude, une capacité d'inquiétude, une grande peur, et donc, du coup, à un effondrement de marché. Ah, ça c'est sûr que c'est pas garanti. En même temps, vous suggériez tout à l'heure, Christian, qu'il y avait un côté paradoxal, effectivement, parce que c'est un peu la négation du projet libertarien au départ du Bitcoin, des crypto-devises qui sont être hors système, ne pas dépendre effectivement des États, des banques centrales, d'organiser les choses entre soi. Et là, bah voilà, c'est le Wall Street un peu classique, même si ce soir, voilà, Coinbase vaut aussi cher que les plus grandes banque américaine en termes de valorisation boursière. Oui, non, mais parce que moi, à mon avis, il y a trois choses dans ce qui se passe actuellement. Il y a le Bitcoin, phénomène Bitcoin et puis toute crypto-monnaie, et qui pose une vraie question, c'est pourquoi les gens veulent du Bitcoin, tout bêtement. Et la vraie question derrière ça, c'est de dire, on va peut-être acheter du Bitcoin parce qu'on sait qu'il n'y en aura que 21 millions et que ça sera quelque chose de rare. Et derrière ça, il y a quand même un aspect fuite de la monnaie. On n'a plus confiance dans les banques centrales. Les banques centrales, on a appris que les banques centrales avaient émis beaucoup de monnaie, avaient monétisé une partie de la dette des États. Donc ça pourrait devenir de la monnaie de singe. Et donc il y a quand même quelque part quelque chose, pour moi, il y a quand même quelque chose, on cherche une valeur refuge. Alors il y a encore quelques années, on s'arrêtait l'or. Ça aurait été l'or qui aurait dû flamber. Et on voit que la nouvelle génération, c'est pas l'or qu'il est. Et on se dit que c'est peut-être ces actifs-là. Et la seule valeur du Bitcoin aujourd'hui, c'est de dire que demain, il y aura plus de gens qui en voudront et qu'il n'y en aura que 21 millions. Et que donc ça vaudra plus cher. Voilà, donc ça vaudra plus cher. C'est la seule chose aujourd'hui, donc c'est de la confiance. Alors vous allez me dire, quand vous achetez un lingot d'or, c'est quand même difficile de payer votre baguette avec votre lingot d'or, c'est lourd à transporter, donc vous le laissez dans une banque, ça n'a pas beaucoup plus forcément d'éléments. Ou une toile de maître, c'est exactement la même chose qu'une toile de maître. La seule valeur d'une toile de maître, c'est que, en plus, on sait que quand le peintre est mort, elle vaut plus cher, parce qu'il n'y en aura pas de nouvelles. Donc on voit bien que c'est dans le même système, on est dans quelque chose d'unique. Après, c'est une question de confiance, parce que dans un tableau, qu'est-ce qui vaut plus cher, qu'est-ce qui vaut moins cher, c'est une question de confiance. Sauf que c'est un actif numérique. Donc il y a cet aspect Bitcoin. Deuxième chose, il y a toutes les technologies de la blockchain. Et toute l'idée merveilleuse qu'ont eu tous ceux qui ont formé cette blockchain, qui ont trouvé cette technique, qu'on peut se passer de l'intermédiaire de confiance. Quand vous achetez un appartement... Le tiers de confiance, le notaire... Voilà. Quand vous avez quelqu'un qui va être neutre et qui va valider la transaction. Bah, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de cet intermédiaire et vous êtes en train de supprimer les intermédiaires. Et ça, par contre, si vous êtes une SS2I qui est spécialisée... C'est la trace informatique unique qui est laissée, qui de fait est transparente. Mais on voit que surtout, c'est infalsifiable. C'est ça surtout le plus important, parce que toute la foule, tout le monde est au courant de ce qui se passe, et donc vous ne pouvez pas, dans votre petit coin, modifier la petite donnée pour que... Donc ça veut dire que c'est vraiment un système qui est aujourd'hui impiratable. On peut pas le transformer, c'est infalsifiable pour la technique. Alors, ça impose un petit problème quand même, c'est très gourmand en énergie, c'est très gourmand en calcul, ça c'est la contrepartie, et plus c'est infalsifiable, si vous voulez, plus ça demandera de calcul, de puissance de calcul. Mais au-delà de ça, c'est une technologie, et cette technologie, elle peut servir à plein de choses. Et ça, par contre, si vous achetez une société qui est spécialisée dans ce type d'algorithme, qui fait ça, je pense que ce sont des sociétés qui vont avoir des très fortes croissances demain. Ce qui, a priori, n'est pas le cas de Coinbase. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et après, voilà, c'est ma troisième couche et ma troisième possibilité, c'est l'argent qui se font de l'argent là-dessus. Voilà. Et ça, c'est la vieille économie, qu'on le veuille ou non. Moi, je veux bien qu'on me fasse des discours sur Coinbase, mais Coinbase, c'est un broker, c'est un intermédiaire financier. Quand Goldman, quand une banque vous propose d'investir, quand on crée ce qu'on appelle les ETF, qui va répliquer les du Bitcoin, c'est la finance qui s'est emparée après on réplique seulement le mouvement d'un actif qui pourrait être n'importe quoi. Donc on réplique, ça pourrait être la courbe des températures dehors, ça pourrait être autre chose. On vous propose juste un papier qui va donc derrière, c'est toute la force de la finance, notamment américaine, qui a su profiter de l'occasion, qui se met dessus et qui fait de l'argent dessus. Faut pas se leurrer. Derrière, ça c'est quand même des fonds, des gens qui gèrent votre épargne en vous disant vous profitez de la crypto-monnaie. Et puis après, on le sait, ça va jusqu'à, et on parlait tout à l'heure de M. Madoff,
je pense qu'il n'y a pas loin d'avoir des escrocs derrière ça aussi, qu'il faut faire attention. Il y a des placements qui sont quand même particulièrement à risque. Il y a un sacré clin d'œil de l'histoire qu'effectivement ce soit le jour du décès de Bernard Madoff que... Voilà. Non, je ne dirais pas que Coinbase est dans ce cas-là. Non, c'est a priori pas une... naturellement, cet appétit, cette envie de gain, et quand on voit les courses, ça attire forcément les escrocs. Et faites attention quand vous investissez, attention aux plateformes, attention, est-ce que vous achetez vraiment du Bitcoin, parce qu'il y a plusieurs types de Bitcoin. Enfin bon, sans rentrer dans le détail, faites très attention, c'est là où il y a tous les escrocs. Donc derrière, il y a toute une surcouche qui est en train de se mettre de gens qui profitent de ce phénomène. Donc pour moi, il y a vraiment ces trois problématiques. La problématique, est-ce que c'est un actif de réserve, est-ce que c'est un actif de refuge, est-ce que, deuxième problématique, la technologie, et troisième problématique, attention à tous les gens qui se grèvent dessus et qui vont profiter de ce mouvement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Pierre, par rapport à Je vais passer pour le vieux... Non, mais le schnock de service. C'est peut-être vous qui aurez raison au bout du compte. On lit pas mal qu'effectivement, par rapport à la frilosité, notamment en Europe, sur les questions des cryptos, même si la BCE essaie de créer son euro électronique, comme la Fed, son dollar, et les Chinois, le yuan également, est-ce que par rapport à une trop grande prudence, justement, face à ces nouvelles technologies, je crois que c'est quand même assez compliqué de travailler dans les cryptos en France, c'est compliqué d'avoir un compte en banque soi-même, etc. La réglementation est très sévère. Est-ce que du coup, on passe pas à côté du business autour de ça? C'est-à-dire que, pas forcément, on peut être sceptique, mais du coup, on s'interdit de créer des plateformes de trading de crypto qui deviennent des gros business, peut-être. Alors après, ça terminera peut-être en Madofferie, mais on n'en est pas là. Il y a toujours quand même il faut équilibrer cette balance du risque. On dit beaucoup, l'Europe n'a pas assez le goût du risque, etc. Nous sommes dans un vieux pays, un vieux continent. Voilà. Peut-être qu'il y a effectivement une prudence par rapport à ça. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a... sur la chaîne des nouvelles technologies, il y a quand même un réveil. Les choses commencent à se structurer au niveau du financement, au niveau des infrastructures. Donc je ne serais pas aussi pessimiste que vous. Après... Le ministre Bruno Le Maire, quand il parle Bitcoin et quand il parle crypto, il dit c'est pour le crime organisé, donc on ne va pas aller là-dedans parce que c'est un moyen... Voilà. Alors, sûrement, mais bon, le crime organisé, il existait déjà avant avec des vrais dollars, des vrais euros. Je pense qu'il y a un vrai sujet que vous soulignez, votre deuxième point, qui est à partir de cette technologie extrêmement avancée, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Comment on peut le décliner dans l'économie, dans la société? En quoi ça peut nous permettre de mieux travailler, de mieux partager l'information, de mieux avancer? Et ça, tout ce pan-là de déclinaison à partir de cette valeur technologique, je vais la traduire en modèle économique, en modèle sociétal, en modèle de fonctionnement, tout cela est complètement absent du terrain en ce moment. Et peut-être que c'est une belle perspective pour l'Europe et pour la France que de s'emparer de ces sujets-là. Après, par rapport à Coinbase... moi, je ne pense pas que Bitcoin ou autre soit une valeur refuge. Je crois simplement qu'il y a 2-3 influenceurs sur le monde qui sont emparés. Il y a des dizaines de millions de personnes qui ont des bitcoins aujourd'hui. Hein. Oui. C'est spectaculaire. Mais vous remarquez quand même qu'il y a un effet de follower. Il y a quelques leaders qui ont fait savoir plus ou moins discrètement leur intérêt. Et donc ça a généré quand même une réaction assez vive et assez virulente de la part de ces dizaines de millions de personnes qui investissent. Donc je ne pense pas qu'on soit vraiment sur une valeur refuge. Dans l'absolu, on ne sait pas. Après, il y a des gens qui pensent que ça l'est. Bien sûr, pas de doute. Je livre juste mon ressenti, c'est tout. Après, je pense effectivement que ça serait super que nos décideurs politiques, nos décideurs économiques, peut-être prennent un petit temps d'apprentissage et de compréhension de ce que ça veut dire, parce que j'ai l'impression qu'on vit quand même beaucoup sur des images reçues, un peu choc, qui ne sont pas forcément la réalité. Et finalement, tous ces mécanismes technologiques, sans parler des mécanismes financiers, mais tous ces mécanismes technologiques, ça mériterait juste
qu'on prenne le temps entre les différentes générations de partager, de réfléchir à ce que ça peut devenir, d'avoir un peu une vision. Ce qui manque, non seulement on n'est pas super leader en Europe et en France, en tout cas sur ce sujet-là. Sur les questions de technologie. Sur d'autres sujets, on l'est, mais sur ce sujet-là, on ne l'est pas forcément. Ça mériterait de réfléchir à cette construction d'une vision d'après. Qu'est-ce qu'à partir de ça, on peut en faire dans l'économie, dans la société française ou européenne ? Bon, en tout cas, on fera sûrement un devoir de suivi sur la valeur de tout ça. On réagit toujours à chaud par rapport à ça, et on ne prend jamais le temps de voir un petit peu comment ça peut se dessiner, comment ça peut avancer, qu'est-ce qu'on peut imaginer à partir de ça, et quelle valeur on peut apporter aux citoyens et à l'individu. Bon, en attendant, c'est peut-être, on ne sait pas ce que ça donnera, mais ça se passe aux États-Unis une fois de plus. Restez avec nous, on marque une courte pause, on va revenir chez nous en France dans la deuxième moitié de l'émission. On parlera un peu moins gai comme sujet, les faillites d'entreprise. Retour dans l'IT Smart. Merci de rester fidèle à l'émission. Dans cette deuxième partie, nous allons parler faillite d'entreprise. C'est parti, 3 petits points d'interrogation. Est-ce qu'on est arrivé au point d'inflexion ou après effectivement une diminution du nombre de faillites d'entreprise depuis le début de la crise sanitaire il y a un petit peu plus d'1 an liée au soutien de l'État? Est-ce qu'il va y avoir cette inflexion? C'est ce que suggère une étude du cabinet Altares qui dit que globalement, sur le premier trimestre, le nombre de faillites a continué à baisser, mais à partir du milieu du mois de mars, voilà, la courbe s'est inversée et au contraire, on est parti. Alors pour l'instant, c'est sur 15 jours, donc je ne sais pas si on peut en tirer des conclusions définitives. Autre point intéressant que montre cette étude, c'est que 80% des dépôts de bilan, enfin en tout cas des défaillances d'entreprise, quand ça arrive effectivement devant le juge, c'est liquidation directe. Et ça, c'est un chiffre jamais atteint depuis belle lurette. Sur ce sujet des entreprises en difficulté, autre information aujourd'hui, alors information, pas vraiment une information, Bruno Le Maire, on en parlait tout à l'heure, il était chez Jean-Jacques Bourdin ce matin. Nous soutiendrons les entreprises françaises aussi longtemps que cette crise durera, ça il le dit depuis 1 an. Le jour où nous lèverons les restrictions sanitaires, nous retirerons les aides progressivement. Il n'y aura pas de retrait brutal. Il a évoqué un point particulier. Je ferai le maximum pour éviter les faillites dans notre pays, a-t-il dit. On ne va pas attendre que l'entreprise se prenne le mur. On va regarder sa situation, voir s'il faut étaler sa dette, voir annuler sa dette en partie, a-t-il, voilà, la première fois que le ministre de l'économie, alors cela dit, l'annulation de dette dans le cadre de procédures de redressement d'entreprise, ça arrive tous les jours, c'est le principe, mais effectivement, alors en plus ça vient matcher avec le débat sur l'annulation de la dette publique, donc évidemment c'est pas le même sujet. On a donc deux points là à voir ensemble. Christian, est-ce que vous pensez que voilà, fin de premier trimestre, c'est le moment effectivement où on va voir rebondir cette fois-ci avec des niveaux de faillite historiquement importants après cette espèce de situation très bizarre où, voilà, compte tenu du soutien de l'État phénoménal, il y a eu beaucoup moins de faillites que d'habitude alors qu'on était en crise? Bah oui, parce qu'on n'a pas vu le coût de la crise. C'est ça, c'est tout le paradoxe de cette crise. C'est-à-dire qu'on a eu une crise où on a eu d'énormes aides de l'État pour préserver le capital productif. Quand on dit ça en termes économiques, préserver le capital productif, en gros, on donne de l'argent pour pas que les entreprises fassent faillite. Hein. Donc, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc on a donné de l'argent pour que les entreprises fassent pas faillite. On a aidé les ménages. Alors ça a été tout ce qui a été aide pour indemnité au chômage. Aux États-Unis, c'était un chèque qui a été envoyé à tous les Américains. Mais enfin, partout dans le monde, on a fait tout pour préserver le revenu des ménages. Alors, c'est plus ou moins bien fait, c'est pas égalitaire, mais en tout cas, on a évité quand même le pire. On a évité un effondrement du revenu des ménages. On a évité que les entreprises qui soient fermées, qui fassent tout de suite, passent directement par la case dépôt de bilan. Mais derrière, on sait qu'il y aura quand même un coût, parce que derrière, il y a plusieurs éléments. D'une part, la sortie de crise, on n'y est pas encore, mais quand on sortira de crise, on voit que tout le monde ne va pas reprendre à la même vitesse au même moment. Hein. Entre peut-être un restaurant qui va être tout de suite bondé parce que les gens auront envie d'aller au restaurant et un transport aérien avant de faire des vols à l'international va peut-être attendre 1 an, il y aura forcément mécaniquement une reprise qui sera déjà différenciée selon les secteurs. On a vu aussi que cette crise,
et on en parlait avec le luxe, on a vu que cette crise a changé le comportement de consommation des ménages. Alors, vous pouvez me dire, c'est pas durable, mais peut-être que durablement, les gens vont acheter beaucoup plus sur Internet qu'avant. Donc, si vous achetez beaucoup plus sur Internet, vous allez moins dans les centres commerciaux. Donc, ça baisse la rentabilité des centres commerciaux. Donc, derrière, ça aura des impacts. Donc, j'ai le sentiment qu'on ne l'a pas vu encore, parce que là, on était sous cloche et on commence à le voir. Alors, par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être la situation, c'est là où on voit qu'on ne va pas tenir longtemps. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aujourd'hui qu'on déconfine l'économie. Alors, je sais, je vais pas donner des leçons, c'est la vitesse des campagnes de vaccination, mais on voit qu'on ne fera pas encore un an derrière, parce qu'on commence là. Pourquoi les gens vont directement à la liquidation? Parce qu'ils ne cherchent même pas à sauver leur entreprise. C'est-à-dire que la situation est telle qu'aujourd'hui, les mesures sanitaires font qu'on n'y arrivera pas. On est dans une situation économique qui est ingérable pour ces entreprises-là. Alors voilà, donc on voit quand même que le coût est là, la crise est là, que quand vous avez une société qui va en liquidation, c'est forcément des chômeurs, et là c'est plus du chômage partiel, c'est du vrai chômage, du chômage longue durée qui apparaît. Et là, vous allez vraiment voir que même si on retirait du jour au lendemain toutes les mesures sanitaires qui aujourd'hui font des fermetures et tout ça, on verra que tout le monde ne se redressera pas, tout le monde ne réouvrira pas. Et c'est là qu'on va voir véritablement un taux de chômage qui va réellement monter et qu'on verra véritablement ce noyau dur du chômage qui apparaît. Alors forcément, quand on était sous perfusion, on a vu plein de gens en chômage partiel. Ça a limité la casse. Mais là, on va vraiment rentrer dans le dur et on va vraiment pouvoir commencer à mesurer. C'est pour ça que l'idée, je sais que les marchés ont beaucoup joué ça. Il y a beaucoup de discours d'économistes qui disent on va très vite retrouver le niveau d'avant-crise. Attention, parce qu'il y aura quand même quelques petits grains de sable, on les voit, les petits grains de sable, ce seront ces faillites, c'est les problèmes sur ça jouera sur la confiance des acteurs économiques. D'approvisionnement. Enfin, il y a plein de petits éléments qui me font dire qu'on va rebondir très vite mécaniquement, et puis derrière, on va avoir peut-être un petit coup de mou, et en tout cas, on ne reviendra pas forcément au niveau immédiat d'avant-crise, parce qu'on va avoir le coup de la crise qui va arriver, et on ne l'a pas encore vu. Ce que suggère cette étude, c'est que mi-mars, c'était les 1 an de la mise sous cloche, comme vous le disiez, donc c'est symbolique aussi, cette inflexion. Le responsable de l'étude citée dans les Échos, là, il nous dit les patrons qui font aujourd'hui ce que vous expliquez, leur déclaration de cessation de paiement, ils n'en peuvent plus, ils ne cherchent même plus à obtenir un plan de continuation de leur activité parce qu'ils ont été au bout du bout. Voilà, ça fait 1 an. Pendant 1 an, ils ont tenu avec notamment le soutien de l'État, et puis au bout d'un moment, ça fait 1 an. Il faut en tirer les conclusions. Est-ce que en termes de chronologie, vous imaginez que ce printemps 2021 sera le début d'une tendance négative sur... alors, je parlais des faillites. Christian ajoute évidemment la conséquence qui est le chômage. Il est pour ma part urgent d'attendre. Les faillites qui sont identifiées depuis le 15 mars, ce sont des faillites qui sont liées à des entrepreneurs qui devaient, avant le premier confinement, déposer le bilan, majoritairement. Donc, pendant 1 an, ces entreprises qui allaient très mal ont été oxygénées, assistées financièrement par les différents... Il faut rappeler qu'il y a 50 000 faillites tous les ans à peu près. En tout cas, sauf en 2020, il y en a eu beaucoup moins. Du coup, c'est pas anormal. Après, quand je dis il est urgent d'attendre, c'est que, rappelez-vous, entre le premier et le deuxième confinement, tout le monde s'accordait à dire, en tout cas beaucoup de monde s'accordait à dire que à la fin de l'année, dès mars 2021, ça allait être terrifique puisqu'il y avait le premier anniversaire du PGE et que toutes les entreprises allaient tomber. Toutes les entreprises ne vont pas tomber, non seulement parce qu'elles vont pouvoir retrouver des nouveaux dispositifs d'allongement sur plusieurs années. Ensuite... Pour les PGE notamment, mais après, un jour, il faudra bien commencer à repayer l'URSSAF, etc. Parce qu'aujourd'hui, l'URSSAF, je crois, ne réclame rien. Pour l'instant, non. Ils vont devoir commencer, j'imagine. Donc, du coup, il va y avoir un assouplissement, ça va se faire dans le temps. Je ne suis pas sûr qu'on ait la capacité de prévoir aujourd'hui ce qui va se passer dans 3, 6, 9 mois. Pour ma part, on n'a aucune visibilité, et je pense c'est pour ça que je dis qu'il est prudent et il est urgent d'attendre, c'est que on ne sait pas effectivement. Pas d'attendre au sens de ne pas en tirer des conclusions définitives, ce que moi j'essaye de faire avec. Non, mais savoir comment tel ou tel secteur d'activité va réagir, on n'en sait rien. Vous citiez tout à l'heure la restauration. Peut-être que la restauration, ce que je leur souhaite, va repartir à 300%. Peut-être que pour des questions de contraintes sanitaires, ils vont pouvoir repartir qu'à 30% de leur capacité. Et pour l'ensemble des secteurs d'activité, c'est la même chose. Et sur le mode de consommation, passer 1 an comme ça entre plusieurs confinements,
ça vous change un petit peu votre façon de consommer, Oui. de vous orienter. Certainement. Mais probablement pas pour tout le monde de la même façon et dans la même direction. Exactement. Ouais. Et donc du coup, on n'en sait pas grand-chose à ce stade-là. Ce qui est plutôt positif, c'est d'entendre des signaux du gouvernement français annoncer que les choses vont se faire avec une vraie perspective de temps. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas couper court tout de suite. Voilà. Le point positif aussi, c'est que on a la chance d'avoir, et je fais absolument pas de politique, je fais très factuellement, je trouve qu'on a une chance inouïe, peut-être un peu trop de chance, d'avoir un État qui soit capable de réagir de manière très réactive il y a un an pour apporter des dispositifs concrets. Peut-être est-ce trop généreux, j'en sais rien, mais en tout cas, force est de constater que c'est pas le cas partout autour du monde et on a peut-être toujours cette fameuse chance de cette fameuse protection sociale, identité culturelle française qui fait que on peut aussi être positif et trouver ça très bien ce qui s'est passé en termes de dispositifs. Et peut-être qu'il va y avoir aussi un retour de nouveaux modèles économiques, de nouvelles façons de travailler. Nous, chez One Man Support, les missions qu'on mène dans les entreprises, on voit quotidiennement des directions générales, des directions opérationnelles qui se posent la question de comment changer ma façon de travailler, comment changer ma proposition de valeur. Toute cette réflexion, tous ces dispositifs qui sont en train d'être mis en place, ça va générer des succès, peut-être aussi des échecs, mais des succès. Donc il va y avoir aussi une nouvelle façon de faire l'économie, de faire la consommation, de faire la production, de faire aussi, on l'avait vu, les échanges internationaux, peut-être avec un vrai sujet de proximité qui va peut-être enfin arriver et émerger. Et donc du coup, prenons un peu de temps avant de réagir comme ça. Je ne suis pas sûr que le mois de mai, juin, juillet de cette année soit le temps des faillites absolues. Je pense que ça se fera dans la durée. En tout cas, il y avait un besoin fort, pardonnez-moi de prendre ce terme, de purger un petit peu toutes ces entreprises-là qui déposent le bilan aujourd'hui, qui étaient dans une situation extrêmement critique il y a un an et qui ont simplement profité de ce contexte celle qu'on appelait de les zombies. voilà, pour perdurer. Christian, je voudrais juste rajouter, mais il y a quand même juste un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que toutes les entreprises vont avoir un boulet en plus d'endettement. Oui. Et ça, c'est quand même un élément qui change la donne. Parce que vous pouvez... Sauf celles qui l'ont gardé en trésorerie, qui ne l'ont pas dépensé. Oui, mais le petite PGE, la minorité, moitié quand même. Voilà, voilà. Non, je veux dire dans celles qui n'allaient pas bien. Vous avez raison. Qui ne vont être pas bien, dans celles qui vont être vraiment en difficulté. C'est-à-dire que ça change quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous pouviez, depuis des années, être tout juste rentable. Aujourd'hui, il faudra être très rentable parce que derrière, vous avez un nouveau boulet. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose que je pense qu'on ne prend pas assez en compte parce que ça va être un vrai élément de distorsion de concurrence. Ça va être un vrai élément qui va faire que vous passez ou pas, vous survivez ou pas. Et donc, c'est quand même, on ne sort pas indemne de cette crise. Il ne faut pas croire que derrière, comme si rien ne s'était passé, l'État a joué son rôle, a tout épongé, quoi qu'il en coûte. Oui, mais le quoi qu'il en coûte, il a une conséquence très claire, un endettement supplémentaire. C'est certain. Et ça joue clairement sur la vie. Mais alors justement, Christian, comment vous réagissez à le fait que ce matin, le ministre de l'économie évoque je proposerai d'ici quelques semaines un dispositif de concertation, de conciliation qui va permettre pour toutes les entreprises qui sont en train d'arriver face à ce mur de la dette de leur proposer une solution sur mesure, et il évoque l'annulation d'une partie de la dette au cas par cas. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont reçu des PGE, je crois qu'il y en a 700 000, donc le cas par cas, ça va prendre du boulot, ça va être compliqué, mais est-ce que précisément par rapport à ce que vous évoquiez, c'est alléger ce boulet, est-ce que le ministre est dans son rôle, est-ce que c'est une bonne piste Alors sur le fond, est-ce que c'est pas une distorsion de concurrence précisément Et voilà, c'est tout le problème. C'est bon courage, bon courage, parce que d'une part, il ne faut pas être trop généreux, dans le sens que l'État, à tout prix, abandonne toutes ses créances, et puis on fasse survivre des entreprises qui vont mourir un an plus tard. Donc ça sert à rien. Donc ça, ce genre de choses, ça servira à rien. D'autre part, où on met la barre ? À partir de quand ? Alors, est-ce que c'est à partir du moment où vous allez voir le tribunal de commerce, que vous avez un plan de redressement et qu'il manque finalement ce financement et que le PGE est vraiment un problème et que l'État peut s'asseoir dessus pour vous permettre de repartir ? Mais derrière, attention, pas aller trop loin aussi, parce que toutes les entreprises derrière, elles vont vous dire, bah oui, mais mon concurrent, il est là, il a eu cet avantage, pourquoi moi je l'ai pas ? Alors, derrière, c'est quand même très très compliqué. Derrière, il faut quand même aussi un peu pénaliser l'entreprise, parce que si c'est si facile que ça et qu'il suffit d'aller au tribunal et puis de faire effacer sa dette, vous allez avoir plein d'entreprises qui vont vous tirer
dire, ils vont en profiter. Donc, Bien sûr. voilà, où est l'aubaine, où est l'effet d'aubaine, ou pas soutenir les entreprises zombies. On voit que c'est très très compliqué de mettre la barre au bon endroit, et c'est quelque chose qui est dans tous les pays. Hein. Je vais juste mettre une petite parenthèse, mais c'est un autre pays qui s'appelle la Chine en ce moment, qui a exactement ce problème-là en ce moment. La Chine, on a un gouvernement chinois qui ne sait pas sur quel pied danser, parce qu'il se retrouve avec des entreprises d'État très endettées après la crise, parce qu'ils ont le même problème que nous, hein, ils ont fait la même chose. Hein. Donc ils se retrouvent avec des entreprises d'État, et derrière, ils essaient de restructurer les entreprises d'État. Et vous voyez que c'est aussi compliqué quand c'est que l'État est actionnaire, et savoir quelle entreprise je laisse survivre, quel est le coût en termes d'emploi, parce que c'est ça derrière la vraie variable. Quel est le coût en termes d'emploi? Est-ce que je les rassemble? Mais après, ça pose des problèmes de concurrence. Donc on voit que même dans un pays très régulé comme la Chine, c'est compliqué. Alors je vous laisse imaginer dans un pays où on laisse jouer un peu plus le marché et où on est un peu moins régulé, un peu moins sensible, c'est hyper compliqué de ne pas créer des distorsions de concurrence, et puis surtout de mettre des procédures claires. Parce que si ça devient vraiment la roulette russe, on se dit tiens, est-ce que je vais au tribunal et puis j'ai une petite chance de passer au travers, là il faut quand même des règles. Donc c'est très 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 compliqué à mettre en place. L'idée est bonne en soi, mais derrière, voilà, l'exécution sera compliquée. Pierre-Yves, le ministre, en évoquant l'annulation d'une partie de la dette au cas par cas, il met le doigt dans un engrenage dont il n'a pas idée de la complexité. Je crois que il n'y a pas lieu de débattre éternellement sur le sujet. Pour moi, le politique, le ministre de l'économie, fait juste son job. Et son job, c'est de porter, d'assurer la notion de confiance. Et donc, du coup, notion de confiance, il apporte des éléments de réassurance par rapport à cette incertitude. Point barre. Et de toute façon, ça ne serait pas la première fois que... son job, les PGE, c'était que 120 milliards, ils ont apporté quand même en un an. Hein, donc, voilà. Donc, après, l'enjeu, c'est précisément... Qu'est-ce qu'on fait, c'est l'étape d'après? Oui, enfin, le politique, et le ministre en l'occurrence, a principalement comme outil un levier de parole et de parole de confiance. Donc il va émettre des messages pour être crédible et pour apporter des éléments de réponse aux questions. Mais justement, là, c'est un message. Il a émis un message, il a dit certaines dettes seront annulées. Oui. Je trouve ça, à ce stade, je trouve ça plutôt... Encore une fois, ça arrive tous les jours que dans le cas d'une conciliation au tribunal de commerce, on annule une partie des créances. Mais... Il n'a pas dit combien, donc il a le droit de rassurer sur ce sujet-là. Ça se trouve, ça sera une part extrêmement minime, donc du coup, il n'y aura pas de sujet en termes d'impact budgétaire. Il a juste porté un message, c'est tout. En fait, on n'en sait rien, donc c'est pas la peine de s'exciter maintenant. On le verra. Ah bah si j'ai plus le droit de m'exciter sur les sujets. Non, mais bien sûr, mais on le verra après. En fait, voilà, il fait son job de communicant, et puis après, on verra les vraies mesures, les vrais dispositifs. Je crois que c'est très compliqué, et certainement le sujet central, c'est quels sont les critères qui seront établis et définis pour dire si telle structure peut voir son endettement allégé ou pas. Et puis il faut rappeler que ce n'est pas le même sujet que l'effacement de la dette publique, hein, ça n'a pas grand-chose à voir. Non, parce que la dette, elle s'évapore pas, hein, elle reste dans les comptes de l'État, c'est tout. Hein. Attention, hein, ça sera l'ensemble des contribuables qui paieront cette dette. Hein, c'est juste un transfert de dette, hein, c'est pas un effacement. Allez, il nous reste 5 minutes, 2 petits sujets d'actualité pour terminer qui n'ont rien à voir. C'est l'after pour terminer l'émission. Allez, deux petits sujets, je vais faire réagir à chaud. Vous n'avez pas eu connaissance des sujets avant l'émission. Je le dis à tout le monde. Tiens, j'ai vu, c'était juste avant qu'on entre dans le studio. Regardez ce tweet du FT. Le Ever Given, c'est donc le bateau qui avait bloqué le canal de Suez, a été saisi par les autorités égyptiennes qui cherchent 900 millions de dollars de compensation. Alors ça a généré c'est le bonne guerre, Christian. Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que voilà, c'est... Oui, c'est bonne guerre. Il y a des pertes. Après, c'est en plus, on n'a pas encore tous les résultats de l'enquête, mais il y a une erreur, a priori, plus ou moins, de la part de navigation, de la part du bateau, donc c'est de bonne guerre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est surtout, on voit aujourd'hui le coût économique aujourd'hui d'un trafic maritime saturé, de problèmes de port, et surtout, l'élément qu'on mesure mal aujourd'hui, c'est le problème des conteneurs. On a tous en tête les petits semi-conducteurs qui manquent et qui bloquent les chaînes de production dans les automobiles, mais là, ce que nous montre, c'est que c'est un vrai problème de conteneurs
conteneurs, de turnover des conteneurs aujourd'hui qui a beaucoup baissé, d'un problème de nombre de bateaux. Et ça, c'est un vrai problème parce ça, c'est un vrai frein à la reprise. Quand on nous parle de rebond de l'économie, il suffit d'enlever les contraintes sanitaires, ça va repartir. Mais si on a des rayons vides, si on a des vrais manques, et là, le gros problème aujourd'hui, c'est que ça touche tous les secteurs. Oui, il y a pas mal de pénuries, on en parlait avant-hier. On met tout dans les conteneurs. Donc, c'est plutôt l'illustration, à mon avis, d'un vrai problème aujourd'hui de l'adaptation de toute la chaîne d'approvisionnement mondiale à la fin de la crise, qu'on espère bientôt, de cette crise sanitaire. Et on voit que le redémarrage ne sera pas aussi simple que ça, ne sera pas aussi magique, qu'il suffit d'enlever que les gens retournent au restaurant et tout va bien. On verra qu'il y aura quand même des vraies traces derrière ça. Alors, M. Powell nous a parlé d'une inflation temporaire, mais il nous a dit les chaînes de production... Patron de la Fed. Ouais. Voilà, président de la Fed américaine, qui nous a dit il y aura juste une petite tension inflationniste parce que c'est des problèmes d'organisation, mais il nous a quand même dit que les chaînes d'approvisionnement mettront 1 an à revenir à la normale. Alors, s'il appelle temporaire 1 an de problème de production et de tension inflationniste, je pense qu'on en reparlera du discours économique derrière tout ça. Ouais, on voit bien que ça fait 3 semaines que le problème est réglé. Dans le canal de Suez, ça a montré ça a illustré, ça a symbolisé les enjeux autour du commerce international et ces questions de pénurie que vous inspire après coup. Voilà, cette séquence du canal de Suez. Peut-être qu'on va avoir un procès qui va durer des années autour du Ever Given. C'est que finalement... on n'a pas encore tiré complètement l'enseignement de ce qu'on s'était dit courant 2020 par rapport au commerce international. Pendant quelques mois, l'économie mondiale s'est arrêtée. Ouais. On a tous exprimé beaucoup de belles promesses sur une nouvelle façon de faire, sur une nouvelle façon de repenser la supply chain, l'approvisionnement. Et là, on voit bien que c'est pas... on est de nouveau dans l'hystérie, l'excitation, le plus de volume. Il y a un vrai sujet d'équilibre du commerce international, de sujet de région, d'interrégionalisation mondiale pour essayer de calmer un petit peu le jeu et pour faire en sorte que chaque blocage ne génère pas comme ça des points de remontée. C'est plus la crise sanitaire que le Ever Given qui a créé des pénuries avec ça va revenir. Les redémarrages qui n'ont pas été synchronisés dans toutes les zones, etc. Effectivement, les problèmes ces risques de crise sanitaire peuvent revenir et donc du coup peuvent continuellement alimenter des stop and go en matière de commerce international. Surtout la mort du flux tendu. Si on dit que c'est la mort du flux tendu, on ne va pas dire la même chose sur le nombre de stocks que les entreprises devront avoir, sur la rentabilité. Avec un impact sur la rentabilité des boîtes. Sur la rentabilité des entreprises. Donc c'est quand même une vraie remise en cause de pas mal de choses. Allez, un dernier chiffre, 150 milliards d'euros, c'est ce que c'est a priori le programme d'émission, le futur programme d'émission des obligations de l'Union européenne. On sait depuis le sommet de juillet dernier que l'Union européenne va emprunter sur les marchés en son propre nom. Ce sera une première pour alimenter notamment le Recovery Fund, comme dit cette dépêche de Reuters tout à l'heure. 150 milliards d'euros par an pendant, ça va passer comme une lettre à la poste dans les marchés. Ça va devenir un gros émetteur en zone euro quand même. La France, c'est 260 milliards par an, je crois, d'émissions. Mais voilà, après, ça dépend par rapport à quoi on compare. Parce que si vous voulez comparer ça par rapport aux T-bonds, aux obligations américaines, c'est ça qu'on compare. On compare véritablement. Ça restera encore un marché obligataire très petit. Très petit. Donc voilà. Tout dépend, c'est par rapport à un pays, mais on est dans une zone économique diversifiée. C'est quand même un risque qui est très faible. Vous ne prenez pas un risque Allemagne, vous prenez un risque vraiment diversifié. Donc c'est quand même un très très bon papier qui sera très demandé par les investisseurs. Et naturellement, il n'y aura aucun problème pour que ça soit absorbé par le marché. D'un point de vue politique, vous vous réjouissez que l'Union européenne s'endette en son nom? Symboliquement, c'est une première étape. Il en faudrait bien d'autres, et notamment une plus grande cohérence politique au niveau de l'Europe. Mais c'est vrai que c'est une première étape symboliquement intéressante, peut-être un début d'autonomie par rapport à d'autres régions du monde. Allez, c'est pas encore fait. Il faut encore il y ait encore quelques pays dans l'Union européenne qui n'ont pas ratifié le principe et les modalités de ce plan de relance. Donc effectivement, on attend toujours l'argent sur ces 750 milliards d'euros qui avaient été annoncés en juillet dernier et dont on attend encore de voir la couleur. Merci à tous les deux d'avoir été à mes côtés ce soir. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve demain, même heure, même adresse sur Bismart pour un nouveau numéro de l'été Smart. Ciao.